Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de chez ID Group dans les bureaux de Jacques Addy Paris pour un chat vidéo exceptionnel avec Monsieur Jean Dufouré, PDG de ID Group. Nous intervenons dans le cadre du Salon des métiers et de la formation de Lille. Donc vous pourrez pendant toute cette heure nous poser vos questions par internet directement sur le site grandlilletv.fr, par Twitter avec le compte @idgroup_news ou le hashtag 1R Jean Duforest et sur Facebook sur le compte 1R de chat. Donc bonjour Monsieur Duforest. Bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter votre groupe, s'il vous plaît? Présentez mon groupe en quelques minutes. En quelques minutes. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si on a encore le droit de souhaiter des vœux, mais je les souhaiterai bien volontiers tout à l'heure. Le groupe est un groupe essentiellement tourné vers le monde de l'enfant, avec des marques qui sont OBaby, Okaidy, Jacques Addy, Oxybul Éveil et Jeux, et quelques petites marques périphériques comme Vibel dans le meuble, et puis Véronique Delachaux pour la femme enceinte. Voilà, bon, mais les grandes marques les plus fortes, c'est Okaidy, OBaby, et très récemment dans le groupe, Éveil et Jeux. Alors ce groupe a une volonté forte, avec un slogan qui rassemble bien la volonté de ce groupe, c'est entreprendre, c'est-à-dire prendre entre eux, pour que le monde progresse, au service de l'enfant qui grandit. Voilà notre programme dans le groupe, et on a un petit slogan qui s'appelle Act for Kid, c'est-à-dire remue-toi au service de l'enfant. Voilà ce qu'est notre groupe. Alors déjà une première question qui est arrivée, une question d'Eliott. Combien existe-t-il de magasins Okaidy en France, dans le monde? Alors déjà, le groupe ensemble à peu près 1200 magasins dans le monde, dont 800 magasins Okaidy, répartis à peu près, très grossièrement, 50-50 entre en dehors de la France et 50% en France, à peu près. Alors une seconde question, une question Mais d'Enora. juste avant que vous me posiez la seconde question, Oui. on peut dire que c'est des magasins, mais assez récemment, on vend maintenant par Internet, mais beaucoup des achats viennent se chercher en magasin, et aujourd'hui, on n'est pas loin de 12, 13, 14% de chiffres vendus par Internet, 50% chez Éveil et Jeux, à peu près 10% chez Jacques Addy, et à peu près 5% chez Okaidy OBaby. Et on commence à développer Internet sur l'international. Voilà. Donc une question qui va rejoindre un petit peu par rapport à ça, par rapport à votre développement. Et Nora nous pose la question suivante. Prévoyez-vous des ouvertures de magasins en 2012 sur l'intégralité d'ID Group? Il y a toujours des ouvertures, suivant les marques, suivant les évolutions, etc. On favorise aujourd'hui un peu Internet parce qu'on a un peu de retard, surtout pour Okaidy. Jacques Addy a encore un certain nombre d'ouvertures. Suivant les années, globalement dans le groupe, c'est au minimum entre 20, 30, 40 magasins, et les années les plus fastes, ça va jusqu'à 80 ou 100 magasins, à peu près. Donc là, j'ai une question d'Éloi qui reprend un petit peu ce que vous venez de dire, mais on va essayer de le préciser peut-être un petit peu plus. Votre groupe est-il présent à l'international? Moi, je serais tenté de dire où à l'international. Oui, alors, je ne vais pas vous énumérer tous les pays, puisqu'on est implanté dans 70 pays. Bon, les pays les plus importants pour nous en dehors de la France, c'est la Belgique et l'Italie. On commence à développer toute l'Europe. L'Espagne est un secteur qui s'est bien développé, mais la crise l'a stoppé, et aujourd'hui l'Espagne est plutôt en consolidation qu'en développement. Et naturellement, on est très implanté. On est implanté en Chine, on est implanté dans les pays des Émirats arabes et tous ces pays-là, dans toute l'Europe de l'Est. En gros, 70 pays, je ne vais pas vous les énumérer. En Europe, les plus importants restent la France, l'Italie, la Belgique, les pays du Nord et l'Espagne. D'accord. Alors, nous avons maintenant une question de Marie, là, qui souhaite rentrer un petit peu plus dans la segmentation de vos marques. Elle nous demande tout simplement quelle est votre stratégie de segmentation entre vos différentes marques, vos différents magasins, vos différentes enseignes. Oui, alors je vais surtout parler de marques,
puisque nous, on a des marques globales, c'est-à-dire que chaque marque a un projet spécifique. OKD est une marque accessible au plus grand nombre, très moderne, très militante, avec des valeurs fortes. Son petit frère, sa petite sœur, c'est OBaby, c'est le petit frère et la petite sœur d'OKD. C'est une marque qui est, comment dirais-je, avec une vision mondiale, c'est-à-dire que ce n'est pas une marque française distribuée dans le monde, mais c'est bien une marque mondiale qui intéresse l'ensemble du monde, comme pourraient l'être des marques comme Gap, comme Benetton, comme des marques de ce genre-là, ou même Zara, ou même H&M. Jacquard est une marque totalement différente, plus haut de gamme, et c'est une marque qui est tournée vraiment dans l'esprit de la tradition du vêtement enfant parisien, bourgeois, des années de presque l'aristocratie française au moment où le vêtement se lançait. Et là, c'est vraiment une marque Jacquard Paris qui se distribue dans le monde avec un goût très Jacquard Paris. Et Éveillé Jeu serait beaucoup plus proche de la marque OKD de Baby, c'est-à-dire c'est le bien grandir de l'enfant. Ça se différencie de tous ceux qui vendent du jouet. Il y a un rôle du bien grandir, il y a un rôle d'éveil, de jeu, pour faire progresser l'enfant dans son progrès personnel par le jeu et l'éveil. Donc ce serait assez proche de Jacquard, exportable très facilement sur le jouet, un peu moins sur l'éveil, parce que là il y a des problèmes culturels, ne serait-ce que les livres, on ne peut pas vendre les mêmes livres partout. Alors, on va prendre encore une question sur ID Group, on va dire. Donc, il y a H59H qui nous pose la question, quelle est votre spécificité en termes de management des ressources humaines? Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et quel est votre projet d'entreprise? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Alors, c'est très bien. Alors, le projet d'entreprise, il est très clair. Nous sommes une entreprise patrimoniale, donc une entreprise qui n'est pas piégée par des pressions financières, même si la performance est notre raison d'être. Le jour où notre entreprise n'a plus de performance, on n'existe plus sur le marché. Mais c'est bien un capitalisme au service d'un projet de société, plutôt qu'un projet de société au service du capitalisme, pour appeler un chat un chat. Hein. Et ce projet, il est clairement identifié dans un programme, qui est ce qu'on appelle chez nous la RECEM. Alors je vais vous commenter ce que c'est. C'est responsabilité, la responsabilité en tant qu'entrepreneur, en tant que entrepreneur, responsabilité entrepreneuriale, sociale, sociétale, environnementale de nos marques pour enfants. C'est ça qui s'appelle la RECEM. On a un vrai projet politique, je n'ai pas peur du mot politique, d'une vision d'un monde très proche, très très proche, de ceux qui étaient à l'origine de l'Europe. Schuman, Monnet, Adenauer, qui ont dit, après 100 millions de morts, on va essayer de gérer nos conflits, nos tensions, nos luttes, au lieu de les gérer par du rapport de force ou des rapports de pouvoir, on va essayer de le gérer par la création de liens. On est convaincus, nous, que le monde se féminise. Je n'ai pas dit qu'il y aurait de plus en plus de femmes, parce que chaque homme et chaque femme ont du masculin et du féminin. Bon. Et donc on pense que demain, le monde se gérera comme les pères de l'Europe qui l'ont voulu, hein, qui ont dit on va gérer en créant du lien, lien économique, lien juridique, lien politique, lien de comportement, de morale et de posture, et lien de sens. Le sens que nous on a donné à notre organisation, c'est entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Donc le progrès de l'enfant, cœur, corps, esprit, motive notre groupe. C'est pour ça qu'on ne s'est pas enfermé que dans le textile, qu'on a récemment, depuis 1 an et demi, pris une marque plutôt dans l'éveil, le jouet, la culture, et puis un jour, on aura peut-être d'autres marques en enfant. On a déjà démarré le meuble, on démarrera un jour dans l'alimentation. Tout projet qui tire l'enfant vers le haut correspond à l'ambition du groupe. Très bien, alors je rappelle à nos amis internautes qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent à M. Jean Dufouré par l'intermédiaire donc soit du site grandlilletv.fr, par Twitter avec le compte @idgroup_news ou hashtag un de Jean Duforest et sur Facebook sur la page d'un air de chat.
Océane nous pose la question suivante. Là, c'est vraiment des questions très très concrètes. Recrutez-vous actuellement des directeurs de magasins ou sont-ils issus de promotions internes? On accueille des directeurs de magasins et des directrices de magasins, parce que pour être tout à fait sincère, on a plutôt 80% de directrices, excepté chez Oxybul Éveil et Jeux, où là il y a un petit peu plus de garçons, mais on recrute. Et il y a également de la promotion interne, puisque vous avez dans un magasin un directeur de magasin, une co-responsable, on dit plutôt responsable de magasin que directeur chez nous, responsable de magasin, une co-responsable de magasin, et ce qu'on appelle des conseillers, alors des contrats qui peuvent être des contrats complets ou des contrats à 20 heures. Voilà, il y a du reste un certain turnover qui est un turnover sain, parce que c'est souvent des gens qui ont 20 heures, qui passent à 30 heures, et de 35 heures, et qui restent un certain temps et qui deviennent responsables progressivement. Mais il y a des embauches, des ouvertures qui se font en extérieur. C'est un mixte. Voilà. Vous avez effleuré le sujet. Là, on a une question qui demande d'aller vraiment dedans. C'est Hector qui nous demande: vos enseignes sont tournées vers l'enfant et la jeune maman. Voilà. Vos équipes sont-elles plus féminines que masculines, Oui. y compris au niveau des services centraux? On est plutôt plus féminin que masculin globalement dans le groupe. Dans les services centraux, compte tenu que dans les services centraux, il y a beaucoup dans le secteur produit. Parce que les services centraux, vous avez, je vais quand même en profiter pour donner les grands métiers de services centraux. Vous avez des métiers liés à tout ce qui est finance et DAF, donc tout ce qui est administratif et financier. Vous avez des métiers liés à tout ce qui est les flux. Alors, flux d'information, informatique, flux logistique, ça c'est les services logistiques, et flux financiers aussi. Donc, les flux et la finance. Et vous avez surtout des métiers d'achat, de gestion, de marketing, qui sont les métiers liés aux produits. Alors, j'aurais tendance à vous dire que les métiers liés aux produits, etc., sont assez féminins, et que les secteurs peut-être informatiques sont un peu plus masculins. Mais globalement dans l'entreprise, la moyenne d'âge du groupe, la moyenne d'âge de nos 5500 ou 6000 collaborateurs dans le monde, la moyenne d'âge est autour de 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et on peut dire qu'on est 80% féminin. Pas simplement parce qu'on a une culture d'entreprise où la féminité, c'est-à-dire la sensibilité, l'accueil, ce que j'appelle le management en creux, l'écoute, est important. C'est parce qu'on est aussi dans le métier de l'enfant. Donc, on parle beaucoup de difficultés pour les jeunes et les femmes. Ben nous, c'est moyenne d'âge 30 ans et plutôt 80% de femmes. Alors, il y a une question de monsieur ou madame Louz, je ne sais pas, Loud. qui vous demande: est-ce qu'on peut faire carrière chez ID Group, ou alors est-ce qu'il faut changer de job et d'entreprise tous les 5 ans pour réussir? Alors là, c'est l'appréciation de chacun. La fidélité à un projet, je ne parle même pas d'une entreprise, la fidélité à un projet fait des grandes réussites. Comme on peut bouger dans notre groupe, changer de marque, changer de job, changer de pays, vous imaginez 70 pays, travailler en profondeur dans la vie, c'est-à-dire ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire le contraire des chimères et des peurs. Beaucoup de gens ont des échecs parce qu'ils ont peur, ils n'osent pas, ou ils courent après des chimères, vous savez, bon, et ils n'avancent pas. C'est pareil dans la vie d'un couple. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on veut s'aimer, ce qui n'est pas du tout pareil. Vouloir s'aimer après les 3 ans et demi biologiques nécessaires à la procréation, ça demande un vrai travail, une volonté, une ambition profonde et durable. On aurait tendance à encourager nos collaborateurs à travailler dans la profondeur et dans le durable que de travailler dans je zappe, je change tout le temps. À l'intérieur, il y a suffisamment de marques, de pays et de métiers pour pouvoir faire carrière et tout en progressant. Alors, Stan nous demande, pour venir sur des choses très 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 concrètes, quel est l'organigramme type d'un magasin au KID, mais bon, j'imagine selon, ou d'un autre magasin? L'organigramme type, c'est une responsable de magasin très connectée avec sa co-responsable. Parce que l'organigramme, les bons organigrammes, c'est quand à la tête, il n'y a pas une personne, mais 2 qui s'entendent bien. Parce que
Les vraies réussites d'équipe, c'est quand il y a de l'entente. Donc, le job principal de la responsable et de la co-responsable, c'est de créer un climat d'entente pour que les gens se respectent et réussissent leur collectif. Donc voilà pour moi l'organigramme, c'est un binôme, la responsable, sa co-responsable, et un certain nombre de conseillers ou de conseillères de vente, mais c'est le collectif qui fait la réussite d'un magasin beaucoup plus qu'un organigramme. Alors, nous avons une question d'Henriette qui nous demande, alors c'est pareil, on a effleuré le sujet, mais là la question est posée très très concrètement. Dans quel métier et quel profil recrutez-vous pour vos magasins? Et y a-t-il de la place pour les jeunes, même si vous avez répondu tout à l'heure? Il y a énormément de place pour les jeunes, mais jeunes des vrais, c'est-à-dire jeunes d'esprit, pas des jeunes vieux, c'est-à-dire des jeunes qui ont toutes les qualités de la jeunesse, c'est-à-dire l'énergie, l'envie d'avoir envie, l'envie de progresser, la niaque, la générosité. Vous savez, les qualités de la jeunesse sont des qualités formidables. Donc des jeunes, mais des vrais jeunes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a énormément de jobs chez nous pour des vrais jeunes. Ce qui me fait plaisir d'être en train de vous parler, je sais que je rencontre des jeunes, et c'est beaucoup de jeunes chez nous, mais des jeunes qui ont les qualités de la jeunesse. Alors, il y a Karine qui nous demande, après l'organigramme, quelle est la journée type d'un vendeur en boutique? Que fait-il dans sa journée? Alors, la journée type d'un vendeur, c'est quelqu'un qui arrive le matin et qui a envie de passer une bonne journée. Voilà. C'est quelqu'un qui a la niaque de vivre un beau moment. Les gens qui sont dans la vente sont des présentistes. Ils aiment la journée. Vous savez, c'est des gens qui aiment la vie qui passe. Donc, normalement, il se met en énergie, et on dit, pour être un excellent vendeur, le bac, le plus beau bac qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle le SBRAM. C'est-à-dire des gens qui aiment sourire, qui aiment rentrer en relation, c'est-à-dire bonjour, qui aiment regarder les autres, sourire, bonjour, regard, qui savent remercier et dire au revoir, c'est-à-dire avoir envie de revoir la personne. En fait, c'est des gens qui adorent la relation humaine, qui aiment faire plaisir, qui aiment travailler en équipe. C'est des métiers de relation, essentiellement des métiers d'envie de rencontrer les autres. Donc c'est quelqu'un, sa journée type, il arrive le matin, il se met en énergie du contexte dans lequel il arrive, il se met en énergie lui-même pour donner du plaisir aux gens qui vont rentrer, il connaît sa collection, il connaît l'équipe, il sait repérer, il a un sens de la psychologie, il sait repérer quand la maman vient avec ses enfants, ce qu'elle a envie, ce qu'elle aimerait trouver, etc. Il ne cherche pas à vendre pour vendre, il cherche à ce que la personne qui vient au magasin reparte avec un bon souvenir du magasin, pour pouvoir revenir. Donc c'est quelqu'un qui aime la relation humaine, il fait des arrêts de jeu, vous savez, comme dans un match de foot, toutes les heures, on se reconnecte avec le reste de l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, on fait ce qu'on appelle chez nous des arrêts de jeu, on appelle ça chez nous la shopping party, vous savez, comme une surprise party, c'est la shopping party. Une shopping party, il y a des arrêts, on recommence, on repart, c'est très très rythmé, et quand il n'y a pas de monde dans le magasin, ce qui peut arriver de temps en temps, eh bien, il se reconnecte avec le reste de l'équipe, il revoit sa collection, il regarde son magasin, comme si on regardait sa maison, on remet le contexte d'aplomb et on repart. C'est un métier, on passe son temps à rentrer en relation, à ajuster et à repartir. D'accord. Alors là, il faut aimer la quotidienneté. Alors là, je vais regrouper deux questions en une parce qu'elles se ressemblent beaucoup. C'est la première question qui est de Dove, qui dit recrutez-vous, qui vous demande recrutez-vous en ce moment, et Myriam qui dit je souhaite devenir vendeuse en magasin, faut-il vraiment que j'ai le bac? Alors, vous avez déjà répondu à cette question-là. Oui, alors le meilleur bac, le bac, bon, dans le monde d'aujourd'hui, le bac, on considère que quand on a le bac, on sait compter, on sait écrire et on sait se gouverner au minimum avec son savoir et quelques informations pour être autonome. Normalement, le bac permet une certaine autonomie relationnelle, etc. Mais ce n'est pas le meilleur bac. Le meilleur bac, c'est les valeurs humaines. Mais vraiment, au-dessus de tous les bacs, je n'ai pas de jeu de mots à vous trouver avec le B-A-C. Un jour, je vais le chercher, tiens. Un jour, je chercher un jeu de mots là-dessus. Mais la relation humaine, la capacité de rentrer en relation avec les autres, c'est le bac principal qu'il faut pour réussir dans le commerce. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. C'est embauchez-vous en ce moment? On embauche tout le temps.
Bon, parce qu'il y a quand même un tourne-vers de gens qui trouvent, quand ils ont 20 heures, 30 heures, ils peuvent trouver d'autres jobs ailleurs parce que ce n'est pas toujours disponible. Et puis il y a des gens qui leur mari, c'est quand même beaucoup de femmes, hein, quand même à 75 ou 80%, le mari est nommé dans une autre ville, bon, ben, elle suit son mari, elle retrouve un job dans la ville, dans une autre ville. Donc il y a toujours des possibilités d'être embauché. Donc faut régulièrement... alors ce que je dis à tous ceux qui me demandent comment on fait pour être embauché, eh bien il faut 77 fois 7 fois, vous connaissez cette phrase, et je dis 7 fois 77 fois 7 fois. Il faut avoir la niaque de relancer tout le temps. Il faut relancer, faut relancer. Parce qu'un jour, il n'y aura peut-être pas de disponibilité, mais ça peut se passer que 3 jours après ou une semaine après, il y a un besoin qui se présente. Donc plus on relance, plus on trouve de solutions. Alors, là, il y a une internaute qui s'appelle Constance, je pense qu'il va falloir rassurer, qui nous demande, si on fait une licence de lettres, oui, peut-on malgré tout accéder à un emploi dans votre groupe qui ne soit pas simplement un emploi de vendeuse? Les Anglais laissent leur chance au profil atypique, et vous? Alors, nous, on donne notre chance tous les jours aux amoureux de leurs études. Je vais vous le dire, moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le commerce, strictement rien. Je voulais être artiste peintre, j'ai le culot de vous le dire, à cet écran de télé. Et j'ai fait des études d'artiste peintre, des études aux Beaux-Arts. Naturellement, il y a un lien avec tout ce qui est créatif, etc. Mais j'ai fait les études de la vie. Mais par contre, j'ai fait des études que j'ai adorées. Donc pour moi, la première qualité pour être un excellent commerçant, vendeur dans notre métier, c'est des gens bien dans leur peau, bien dans leur cœur. Et pour être bien dans sa peau, bien dans son cœur, il faut avoir des études qui nous ont plu. Je préfère quelqu'un qui a fait des études de lettres, par amour des lettres, et qui a été heureux de faire ses études, il fera un excellent commerçant chez nous. Par rapport à quelqu'un qui a fait des études forcées pour ses parents, parce que ses parents le demandaient, ou son frère, sa sœur, qui du coup n'a pas été heureux dans ses études, et qui du coup ne sera pas un bon commerçant. Un bon commerçant, c'est quelqu'un qui a été heureux dans ses études. Alors, je vous rappelle que nous intervenons dans le cadre des salons des métiers et de la formation de Lille, que nous sommes en direct de chez ID Group dans les bureaux de Jacadi Paris avec Monsieur Jean Duforest, PDG du groupe, et que vous pouvez toujours nous poser toutes vos questions sur grandlilletv.fr, par Twitter, par le compte @idgroup_news, le hashtag #1R Jean Duforest, 1R de Jean Duforest, et sur Facebook, sur la page Facebook de 1R de chat. Donc François se demande, voilà, François souhaite a priori travailler dans les services centraux et il vous pose la question, quels sont les métiers pour lesquels parler plusieurs langues est indispensable? Alors, la langue qui est indispensable, c'est l'anglais. Alors, même un anglais verbal, celui que vous avez tous les jeunes sur Internet, c'est le minimum parce qu'on est mondial maintenant et l'anglais devient indispensable. En dehors de l'anglais, savoir écrire en français est quand même bien aussi. Ça nous permet de penser intelligemment. Le reste, bon, celui qui a 3 langues, bon, c'est naturellement mieux, parce que comme on est dans plusieurs pays, celui qui connaît l'espagnol, l'italien, ben, on le mettra dans des secteurs qui seront en contact avec ces langues, l'allemand, etc. Mais l'anglais et le français sont 2 langues qui sont devenues presque indispensables aujourd'hui dans des groupes comme les nôtres. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Tout à fait, je pense que c'est absolument ça. Laurence nous pose une question qui est très intéressante et qui va assez loin. On parle souvent de métiers transversaux au sein des services centraux, mais au fond, qu'est-ce qu'un métier transversal? Tout le monde a dans son métier du vertical et du transversal. Chez nous, on appelle le transversal avoir un métier en marguerite. Ça veut dire que la marguerite, vous voyez, il y a toutes sortes de pétales autour. C'est-à-dire, pour être dans une entreprise comme la nôtre qui est extrêmement décentralisée. Quand je dis décentralisée, c'est-à-dire que chacun est patron de son job. Ce n'est pas une entreprise verticale, c'est ce que j'appelle une entreprise biologique. Vous savez, biologique, le cerveau a autant d'importance que le foie, que la rate, que le bras, que le cœur. Il n'y a pas un organe dans l'entreprise qui a pris le pouvoir sur tout le reste. Donc il y a beaucoup d'organes de pouvoir dans une entreprise comme la nôtre. Donc être transversal, c'est d'être connecté dans son métier. Je sais que dans mon métier, j'ai des métiers frères avec lesquels je dois évoluer
pour être un homme libre dans l'entreprise. Donc, quels sont les métiers périphériques avec lesquels je dois être connecté régulièrement pour pouvoir exister dans l'entreprise. Sinon, je n'existe pas. Je fais un métier tout seul dans mon coin, et puis un jour, on se dit, tiens, cette personne, elle fait ça, mais ça ne sert à rien, parce qu'elle est connectée à personne. D'accord ? Donc, le transversal pour nous, c'est d'abord des gens connectés avec les métiers frères autour d'elle. Ça, c'est le premier truc. Alors, ce qu'on appelle des métiers transversaux, c'est-à-dire des gens qui sont sur des transversalités encore plus larges. Ce qu'on appelle le premier cercle, le deuxième cercle et le troisième cercle, parfois. Bon. Donc, c'est des métiers où il faut beaucoup de qualités relationnelles, beaucoup de qualités humaines, parce qu'on est sans arrêt en train d'écouter, transférer, accompagner, faire avec, etc. Les deux sont importants. On doit, pour être un homme ou une femme libre dans une profession, il faut savoir en même temps écouter ce qui se passe au-dessus et savoir le dire à des gens en dessous, de manière de transmettre des deux côtés. Et il faut de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui être transversal, être connecté, être en marguerite avec les métiers qui nous sont proches pour exister. C'est un peu compliqué, mais je n'ai pas d'autre moyen de vous l'expliquer. Mais je pense que tout le monde a plus ou moins compris ce que vous voulez dire. Surtout que maintenant, dans les entreprises, on est naturellement sur Internet, mais sur intranet. Et vous savez que maintenant, de plus en plus, les contacts sont intranet dans l'entreprise. Même s'il y a des contacts physiques, il y a beaucoup de contacts avec les SMS, avec le téléphone, avec les mails. Donc celui qui fait son petit boulot dans son coin et qui n'est pas connecté avec le reste de l'entreprise, il peut très vite s'imploser de lui-même et ne plus exister. Donc être connecté, c'est important. Martin vous demande, quelle est selon vous la meilleure formation possible pour être acheteur textile, pardon. La meilleure formation possible pour devenir acheteur textile. C'est d'abord être un garçon qui a envie de faire le métier. Les qualités sont d'abord des qualités relationnelles, des qualités d'organisation, des qualités de méthode, de gestion du temps. C'est un métier extrêmement rythmé, extrêmement structuré et qui demande beaucoup de sens du service. Bon, ça c'est pour les qualités, je dirais, humaines qui sont très très importantes. C'est un métier où il y a beaucoup de négociation, de rapidité, d'interface, de réactivité, de culot. Voilà les métiers et voilà les qualités qu'il faut pour être acheteur. Ceci étant dit, si cette personne a fait une école qui lui a plu, quelle qu'elle soit, minimum un bac plus 4 ou 5, ça pour être acheteur, il faut avoir un bac plus 4 ou 5. S'il veut une formation complémentaire formidable, qui existe dans le Nord, je vais essayer de m'en rappeler, c'est une formation qui se fait à l'Ansette à Roubaix, où il y a un tiers qui est l'Institut français de la mode, un tiers qui est ingénieur textile pour connaître les matières textiles, et un tiers, je crois, l'EDEC, qui lui donne une formation de négo et de management de lui-même. C'est une formation qui date d'il y a 4-5 ans, tout à fait récente, et qui donne un bon petit vernis de départ, c'est une chose. Maintenant, si cette personne n'a pas fait de la vente et du commerce textile avant, c'est encore mieux qu'il y soit passé un peu par la vente avant de passer directement aux achats. Sinon, il risque de traîner longtemps comme assistant d'achat et de ne pas avoir ce sens du produit, ce sens du client qui lui sera très utile après. Alors nous arrivons à la mi-temps de nos entretiens. Donc je vais vous poser une question qui est un petit peu marginale, mais qui me semble très intéressante pour revenir un petit peu sur votre positionnement à l'international. C'est Judith qui nous demande, lors d'un voyage à l'étranger, j'ai constaté la présence d'Okaidi avec une ancienne publicitaire en différentes langues. Quelle est votre stratégie de développement international, notamment en ressources humaines? C'est une vaste question. Alors, les ressources humaines sont une permanence dans notre groupe et une permanence sans arrêt réajustée, renouvelée, et plus on se développe, plus c'est très important. On n'impose pas une culture comme ça, une culture, on va dire, puisqu'on est à Roubaix, roubaisienne, nordiste, franco-français dans le monde. Hein. Notre culture principale, c'est une culture liée à la RSE et au développement durable, c'est-à-dire la responsabilité entrepreneuriale, sociale, sociétale, environnementale, au service de l'enfant et de ses progrès dans le monde.
Voilà notre programme culturel. Donc cette culture d'entreprise est d'abord une culture liée à ce projet de société, et c'est aussi une culture par marque, parce que chaque marque est une personne morale. Et vous savez, une personne morale, elle a un style, comme une personne physique. Donc la personne qui va dans un pays, les gens ne connaissent pas le patron ou le directeur général, tout le monde s'en fout. Ce qu'ils connaissent, c'est Monsieur Ocaidi, si je peux me permettre de le dire comme ça, ou Madame Ocaidi, ou Monsieur Jacadi, ou Madame Jacadi, etc. Donc, ils connaissent la marque en tant que personne morale. Chaque marque a une plateforme de marque avec des valeurs, avec une personnalité, avec une manière de se comporter, avec une posture. Et chaque marque est au service des mêmes valeurs, qui est des valeurs telles que je vous les ai indiquées, de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Voilà ce que j'appelle la transmission culturelle. Donc la fonction RH est dépendante de ce que je viens de vous dire. Ça va? Très bien, très très bien. Alors, il y a Hector qui nous pose une autre question, qui nous demande, est-ce que vous faites fabriquer vos gammes de produits ou est-ce que vous n'êtes qu'un distributeur? Alors, vous avez déjà répondu à cette question, mais je pense qu'il est bon de revenir là-dessus. Alors, la fabrication, c'est assez complexe. Parce que dans le prix d'un vêtement, je vais vous le dire grosso modo, très grossièrement, je vais prendre le vêtement, il y a un tiers, c'est du tissu, il y a un tiers, c'est du marketing et du packaging, etc., etc. Et puis il y a un tiers, c'est la fabrication, on pique un vêtement à la machine. Ça, c'est pour la pure fabrication. Mais après, ce produit est redistribué, est vendu dans des magasins ou par Internet, c'est transporté, c'est mis dans des cartons, il y a la logistique, etc. Quand on achète un vêtement valeur 1 euro, la fabrication elle-même, avec les 3 volets que je viens de vous dire, j'espère que je ne suis pas trop compliqué, ne représente qu'un tiers. Donc aujourd'hui, parce que derrière cette question, il y a la fabrication européenne, française ou mondiale, donc nous on est totalement mondialisé, c'est-à-dire qu'on importe et on exporte. On importe des produits de différents endroits de la planète pour, par exemple, des produits qui viennent de l'Afrique du Nord, des produits qui viennent d'Asie, des produits qui viennent de Turquie, des produits qui viennent, etc., etc. Peu de produits sont 100% fabriqués en France. C'est plutôt des transformations qui sont faites en France, donc des aménagements du produit, donc des choses qui sont plus du domaine de la logistique, du packaging, etc. Par contre, on exporte plus qu'on importe maintenant aujourd'hui, puisqu'on exporte des métiers, je parle en emploi, je ne parle pas en fabrication pure, on exporte des métiers de logistique, de marketing, de créativité, de commerce, etc. Aujourd'hui, compte tenu qu'on fait 50% à l'international, on exporte plus, on crée plus d'emplois, on va dire, en France et en Europe, qu'on en a exporté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le discours fabrication, j'ose en parler, fabrication française, d'ailleurs ça veut dire peu de choses, puisque qu'est-ce qu'il y a dans un vêtement? Il y a du tissu à un endroit, il peut avoir de la mise en scène de ce produit, donc du packaging, des impressions, des finitions, des ennoblissements qui peuvent être en Europe ou en France, et puis il peut y avoir de la fabrication qui est faite en Turquie ou au Maroc, etc. Donc ça devient complexe un vêtement. On devient de plus en plus, pour conclure, ensemblier. On devient ensemblier. Donc on n'a pas d'usine. On a des usines qui travaillent pour nous, rarement en exclusivité, mais on a des fournisseurs extrêmement fidèles qu'on retrouve chaque année. Mais nous sommes des ensembliers, c'est-à-dire qu'on crée entièrement nos vêtements et nos produits, même chez Veille et Jeux, il y a 30% des produits qui sont créés par eux, et on les distribue jusqu'au consommateur final ou au client final, 100% fait par nous. Alors, comme nous intervenons, je vous rappelle, dans le cadre du salon des métiers de la formation de Lille, nous allons aborder un sujet qui passionne les étudiants qui sont nos auditeurs et nos spectateurs aujourd'hui, particulièrement Lila qui nous demande quels sont les métiers qui sont apparus récemment chez ID Group et que vous souhaitez voir se développer, des nouveaux métiers. Alors, des nouveaux métiers, on dit que tous les 10 ans, 50% des métiers changent. Donc je ne suis pas Madame Soleil, donc il y a des métiers, je ne sais pas ce qui se passera. Tenez-vous prêt à changer, à bouger,
à évoluer. Plus vous avez des qualités humaines, plus vous avez des qualités de relation, plus vous avez des qualités d'envie de vous former, plus vous serez adapté demain au métier de demain. Ceci étant dit, ce qui prend une importance considérable aujourd'hui, c'est naturellement tous les métiers, dans nos métiers à nous, liés au web. Alors, tous les métiers liés au web, c'est à l'infini. On retrouve des métiers du monde réel, mais on retrouve des métiers plus spécifiques du web, donc des métiers de connaissance du client, des métiers de marketing web, des métiers de CRM, des métiers Bon, tous ces métiers prennent une importance considérable, et c'est certainement les métiers qui avancent et qui se développent de plus en plus dans notre groupe aujourd'hui, surtout dans les services centraux. Alors, Dany nous demande comment ID Group amène-t-il ses collaborateurs à se former dans le temps par rapport à ces mutations dont on parle? Et peut-on changer radicalement de métier au sein de votre groupe? Alors je vais répondre tout de suite. Changer radicalement, le mot radical est toujours un peu dangereux, mais changer de métier à partir du moment où c'est une envie de la personne et qu'elle a les qualités requises pour prendre le risque de les changer, c'est plus qu'ouvert. Au contraire, je dis souvent, pour être un grand manager, il faut connaître au moins 2 des 4 métiers principaux de notre groupe. 2 pour être un grand manager. 3, c'est l'idéal. Alors quand on a les 4, je ne vous dis pas. Et il y a 4 grands métiers, je les répète à l'instant, c'est des métiers liés au flux, tous les flux physiques, flux d'information, flux financiers, des métiers liés à tout ce qui est finance, gestion, administratif, des métiers liés aux produits, au marketing, aux achats, et des produits liés à la vente, qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit physique. Bon, il faut au moins avoir 2 de ces secteurs en main pour pouvoir prendre des responsabilités assez fortes après. Bon, la question que vous m'aviez posée juste avant, excusez-moi, je l'ai perdue. C'était de savoir, est-ce que les collaborateurs chez ID Group, est-ce que vous avez une véritable... Oui, politique de formation. Voilà, politique oui. de formation. Alors j'ai envie de dire 2 continue. choses. On a naturellement une politique de formation, on pète tous les compteurs des budgets de formation, on n'est pas loin des 3% de budget de formation, mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est la manière dont on manage dans l'entreprise ce que j'appelle le leader-serviteur chez nous. C'est-à-dire que le manager chez nous est un leader-serviteur. C'est-à-dire qu'il a le sens du leadership, mais le sens du service. Donc le management est une forme de formation permanente. Ce que j'appelle aussi faire avec. Donc un vrai manager, c'est quelqu'un qui fait avec la personne qui est en face de vous. Donc on apprend grâce surtout à la politique de management interne, où manager, c'est former. Manager, c'est accompagner. Manager, c'est faire avec. C'est pas dire, t'as compris, je te laisse te débrouiller, viens me voir dans 1 heure. D'accord ? Donc le management pousse à la formation. En plus, il y a un budget de formation qui est largement développé chez nous. Donc c'est des métiers extrêmement, je vais dire, formants. D'ailleurs, moi j'ai tout appris. Mon école de vie a toujours été dans le commerce. J'ai tout appris par ce biais-là, personnellement. Jonathan nous demande quel est le secteur de votre activité où vous recrutez le plus de personnes et est-ce que cette tendance actuelle est la même que ce que vous voyez dans votre boule de cristal pour demain? Est-ce que demain vous aurez... Que l'on vende sur Internet, que l'on vende physiquement, que l'on vende, je ne sais pas, en réunion, en tout ce que vous voulez, il faudra toujours des gens qui aiment les gens. Des gens qui aiment les gens, qui aiment faire plaisir. Notre métier est un métier où la passion, c'est comme la restauration, notre métier. D'ailleurs, les métiers que je trouve, les métiers de bouche, sont les mêmes métiers que nous. C'est-à-dire se faire plaisir en faisant plaisir. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est notre métier de base. Celui qui aime faire plaisir en faisant plaisir, on le sent plus dans la restauration parce que c'est instantané, mais c'est pareil chez nous. Et comme en plus, la maman qui rentre dans nos magasins, c'est pas pour elle qu'elle achète. C'est souvent pour ses enfants, pour ses petits-enfants, même si elle vient avec son enfant. Elle-même, en tant qu'acheteuse, elle achète en se faisant plaisir pour faire plaisir. C'est l'un des rares métiers où celui qui vient acheter n'achète pas pour lui-même. Il achète pour quelqu'un d'autre. Donc cette notion de se faire plaisir en faisant plaisir, voilà le métier de demain pour nous. Qu'on fasse plaisir sur Internet, qu'on fasse plaisir en faisant un beau vêtement, qu'on fasse plaisir en faisant des belles collections, que l'on fasse plaisir en ayant des belles vitrines ou des beaux sites Internet ou trouver des beaux magasins pour le faire.
C'est ça le métier principal. D'accord. Cédric nous demande, de manière très concrète et très directe, quels sont les métiers où vous avez le plus de mal à recruter à l'heure actuelle? Les métiers où on a le plus de mal à l'heure actuelle. Il n'y a pas de métier où on a du mal. Il y a parfois des personnes qui ont un certain nombre de qualités requises, c'est-à-dire des personnes qui ont en même temps de l'énergie, vous savez, la niaque, des gens qui sont généreux, des gens qui ont le sens du progrès, c'est-à-dire qui continuent à aimer se former. Alors je dis souvent en formule, il faut un peu d'énergie, un peu de pouvoir, c'est-à-dire des gens généreux, le pouvoir de rendre service, hein. Un peu de savoir, on en a parlé pour les étudiants, et j'ai envie de vous dire beaucoup de saveur. Vous savez, la saveur, c'est la personne qui a confiance en elle et qui a confiance dans le monde qui l'entoure. Donc la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui ont confiance en eux et qui donnent confiance aux autres. Voilà le métier difficile. Vous voyez, ce n'est pas un métier. C'est des gens qui ont confiance en eux et l'envie de donner confiance aux autres, qui n'ont pas trop de peur et qui n'ont pas trop de chimères. Vous savez, les chimères, c'est-à-dire des rêves inaccessibles. Je n'ai pas dit des beaux rêves. Des rêves, la vie, il faut des rêves dans la vie. Mais des chimères, c'est-à-dire des faux rêves ou des peurs. Donc celui qui a bien géré ses peurs, ou qui essaye de les gérer, et celui qui est bien dans la réalité du monde dans lequel il est, ce que j'appelle le contexte, ceux-là deviennent un peu plus rares que les autres. Voilà. Donc ce n'est pas des métiers rares qui manquent, c'est des personnes rares. Alors, vous avez répondu à la première partie de la question, mais je veux vous la poser quand même, parce qu'il y a JS qui nous demande quel est le pourcentage de chiffre d'affaires en ce moment que vous faites grâce ou sur le web, et quel est votre objectif en pourcentage de chiffre d'affaires? Alors, les objectifs, c'est des Madame Soleil. Oui. Hein. Bon. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, allez, grosso modo, sur 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, on ne doit pas être loin de 100 millions, 80 millions à peu près, de chiffre d'affaires sur le web, avec 50% chez Veille et Jeux, 10% chez Jacadi et 5% chez Okaido Baby. Normalement, des marques comme Jacadi, je souhaiterais que dans 5 ans, ils soient au-dessus de 30%. Voilà, ça serait vraiment une ambition, même pourquoi pas 40%. J'aimerais que Kokaidi dépasse les 20-25%. Et je pense qu'Éveil et Jeux ne sera pas loin de 70% dans 5 ans. Voilà, suivant les métiers, suivant les produits, les réflexes peuvent avoir les gens. Voilà notre souhait. Ce qui n'empêchera pas qu'on continuera dans le monde à développer des magasins physiques. Pourquoi? Parce que la plupart de nos clients achètent sur Internet et viennent l'acheter dans le magasin le plus proche de chez eux, ce qui leur permet d'avoir des conseils complémentaires, des rassurances quand c'est nécessaire, et puis de l'avoir gratuit. Parce que quand ils viennent chercher un magasin, on ne fait pas payer la livraison. Donc plus on a de magasins dans le monde, plus on a de lieux pour rencontrer nos clients physiquement, mais on leur permet d'avoir le confort de l'acheter sur Internet. C'est ce qu'on appelle le multicanal. Et plus ça va avancer dans les années qui viennent, plus on va retrouver nos clients des deux côtés de nos canaux de rencontre, qui peuvent être ou le magasin ou Internet, et puis peut-être qu'il y aura encore d'autres formules plus tard qui seront des mix des deux. Enfin là, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de métiers derrière tout ça. Alors, ne rangez pas trop vite votre boule de cristal. Oui. Il y a H59H qui nous demande, certains groupes concurrents aux vôtres travaillent sur des séries extrêmement courtes et renouvelées très souvent. Arrivera-t-on un jour, grâce à la numérisation, à une customisation complète d'un vêtement de série? Et cela ouvre-t-il des perspectives nouvelles en termes de profit? Eh bien, la personne qui vient de poser cette question a tout à fait raison. On en est encore loin aujourd'hui, je vous le dis franchement, et on a encore beaucoup de choses à faire pour progresser. Si cette personne a des capacités et la générosité pour rentrer chez nous et venir accélérer ce projet, qu'elle n'hésite pas à nous appeler. J'ai envie de vous dire très concrètement qu'on est en collection régulière, mais souvent achetée moyen terme et long terme. On a perdu, dans des sociétés comme les nôtres mondialisées, on a perdu justement cette réactivité avec tous ces outils qu'elle vient de décrire, qui sont des outils totalement adaptés pour demain matin, justement, jouer cette réactivité. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans et qu'on n'est pas à l'avance dans notre groupe. Alors, JS
la personne qui avait posé la question tout à l'heure sur la part de chiffre d'affaires web. Déjà, vous remercie de votre réponse et vous demande s'il a bien compris en pensant est-ce que la part de salariés travaillant pour le web va augmenter au sein de vos équipes? Oui. Voilà. Je réponds simplement oui. Ça n'empêche pas le reste. Hein. Alors, Camille nous pose une question qui est très précise. Je pense que Camille est une étudiante qui se pose pas mal de questions sur la suite, enfin sur le début de sa carrière professionnelle. J'ai 15 ans, je suis passionné de mode, j'aimerais devenir styliste. Pensez-vous que ce soit possible en alternance? Alors, je vais vous donner, puisque vous parlez de projection future, etc., j'ai un rêve. J'ai un rêve. C'est que nos réseaux de clientes, amoureux du produit, qui aiment le style, qui aiment la mode, etc., j'ai un rêve, c'est qu'un jour, nos clientes, hein, je parle, et puis je vais revenir à la question de cette jeune fille de 15 ans, j'ai un rêve, c'est qu'on puisse faire participer nos clientes à la création de produits, en disant vous avez un produit formidable, que vous aimez beaucoup, que vous avez testé sur vos enfants, et que vous avez envie de reconstruire. Vous savez, le vêtement qu'on donne à la garde-robe de nos enfants, qu'on ne donnera jamais Emmaüs, même si l'enfant a grandi, qu'on garde parce qu'il a tellement été bon, il était tellement juste, je le garde à la maison. Ben, un jour, je vais venir le racheter à cette cliente. Il dit voilà, je vous le rachète à partir du moment où vous me le remettez au goût du jour, customisé tel que vous l'aimeriez le trouver dans les magasins aujourd'hui, vu que vous ne le trouvez pas. Est-ce que vous ne pouvez pas me le dessiner, me le recréer et me le refaire? Et je pense qu'un jour, nos clients vont devenir stylistes. Alors, je reviens à cette jeune fille de 15 ans. Si vous avez l'envie de créer, faites-le. D'abord, faites-le pour vous-même. Commencez à... Bon, il y a énormément d'écoles qui accompagnent ce type de métier, mais j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez devenir chef de produit, styliste, etc., faites les deux. Ce que j'ai fait, moi, personnellement. Il y a l'école de la vie, qui est la plus belle école qui soit. Il y a quand même des écoles de style qui vous aideront à donner quelque chose. Et prenez quand même votre bac plus 3, bac plus 4 minimum pour pouvoir être libre dans la vie. Parce que si vous faites ça trop vite et que vous n'avez pas un minimum de connaissances, savoir compter, savoir écrire, on a l'air de dire mais il faut un bac plus 4 pour savoir compter, savoir écrire de manière décontractée, et des connaissances pour se situer dans l'espace et dans le temps, un peu de géo, un peu d'histoire, un peu de culture, un peu de philosophie, un peu de psychologie, qui vous permettent d'être une femme libre. Donc j'aurais tendance à vous dire, faites les trois. L'école de la vie, l'école de style, et quand même un bac plus 3 ou bac plus 4, quelque chose qui vous fait que vous avez confiance en vous dans la vie. Je pense que derrière ces questions, je vais la formuler autrement, je pense que derrière ces questions, c'était plutôt une question, est-ce que chez ID Group, vous favorisez les étudiants en alternance? Alors, je vais même vous dire quelque chose de très précis. On a créé dans notre groupe une structure qui est à part. Aujourd'hui, ils sont à peu près une vingtaine de personnes, près de la gare de Lille. Moi, je vous donne le lieu, mais vous ne verrez pas de plaque. Il n'y a même pas de plaque, mais c'est près de la gare de Lille. Pourquoi on l'a mis près de la gare de Lille? Parce qu'on travaille. On a un bureau à Saint-Germain pour Oxybul et Veillez-Jeux, donc le siège est à Saint-Germain-en-Laye. On a le siège ici de Jacadi, où nous sommes en ce moment près de l'Opéra à Paris. Et puis on a un siège à Roubaix, pour tout ce qui est, enfin les services centraux à Roubaix, pour tout ce qui est Okadi au Baby. Et on a créé une structure près de la gare de Lille, où il y a une vingtaine de personnes, qui font travailler tout ce qui est innovation, style, publicité, PLV, ILV, marketing. En fait, c'est tout ce qui est créativité au service des marques du groupe. Et cette petite structure fait travailler énormément de freelance, de stylistes, freelance, etc. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent pour 3-4 modèles, des gens qui viennent pour une collection complète. Donc on a une structure qui favorise des jeunes qui veulent travailler dans le style par la petite porte, entre guillemets, ou par la porte du freelance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, très bien. Marine vous pose une question. Toutes les questions sont très intéressantes, mais celle-là particulièrement. Combien de temps vous faut-il pour former de bons vendeurs en magasin? Un bon vendeur, sous-entendu, chez ID Group. On n'est jamais formé définitivement. Il faut toute une vie pour être formé. Mais pour être autonome dans le métier de vendeur, j'ai plutôt envie de dire ça, pour être autonome dans le métier de vendeur, ça dépend de l'équipe, ça dépend de la manière dont l'équipe accueille. Le stage qui permet de se débrouiller et d'être intégré à l'équipe, à peu près 3-6 semaines, avec des contacts réguliers. Hein.
Mais pour être un bon vendeur, il faut aimer vendre. Je m'excuse de le dire, mais c'est la meilleure formation, c'est-à-dire aimer le contact humain, aimer ce que j'ai appelé tout à l'heure le SBRAM, sourire, bonjour, regard, au revoir, merci. C'est un aide-mémoire de ce que c'est que la relation humaine. Voilà, il faut finalement pas trop de temps, il faut surtout l'envie de la personne d'être formée, et c'est elle qui va chercher la formation autant qu'on lui apporte. Donc en 3-4 semaines, on est autonome. Allez, 3-4 semaines, on est autonome. Voilà, là, j'ai une question qui est très précise et qui concerne vraiment l'internaute en lui-même, mais pourquoi pas. Donc c'est Laurent Duvivier qui vous demande: bonjour, je suis en formation logistique. Avez-vous des bureaux permanents en Asie? Si oui, est-ce que vous y envoyez des Français ou est-ce que vous recrutez sur place? Les deux. C'est-à-dire, on envoie des personnes là-bas. Là, il faut quand même des personnes qui ont eu une belle formation chez nous, parce que c'est souvent des gens qui forment ceux qui sont là-bas. Donc c'est plutôt les plus formés qui partent à l'international. Par contre, on embauche sur place aussi, et on a plusieurs structures. On a des structures en Afrique du Nord, on a des structures à Shanghai, on a des structures à Hong Kong. Voilà les 3 grandes structures de logistique importantes dans le monde. Et on a aussi des structures en France, en Espagne, en Italie. En France, on a une structure en Bretagne, on a une structure à Roubaix, enfin près de Roubaix, à Lers, qui est notre plus grosse structure de logistique. Donc voilà, ceux qui s'expatrient sont des gens très formés. Hein. Alors, il y a une intervention plutôt qu'une question, mais qui se transforme en question. Je trouve ça vraiment pas mal. Isabelle qui vous dit: comment un groupe aussi important que ID Group qui parvient-il à maintenir un tel dynamisme au niveau international? Comment est-ce que c'est possible, un groupe de cette taille qui continue à vouloir progresser au niveau international? Je ne comprends pas bien la question. La question est de dire, généralement quand les groupes atteignent une certaine taille, Oui. ils ont tendance à se recentrer sur ce qu'ils savent faire, les pays où ils sont implantés. D'accord, j'ai compris. Et comment se fait-il que... Oui, alors j'ai compris la question. Je dois préciser que dans notre groupe, à peu près 65% de notre groupe, c'est ce qu'on appelle des magasins en propre. C'est-à-dire qu'ils sont des magasins gérés par nous, enfin comme les autres, du reste, même ceux qui ne sont pas en propre. Les autres sont avec des partenaires ou des franchisés. Donc les magasins qui sont un peu éparpillés dans le monde, c'est souvent des gens du cru qui sont ou des partenaires. Je prends par exemple l'Arabie Saoudite, on n'est pas propriétaire des magasins. C'est des gens d'Arabie Saoudite qui sont propriétaires des magasins. Et là, il y a un échange culturel entre nous, ce qui nous permet d'aller plus vite. On aurait une structure 100%, comment dirais-je, en propre, on aurait peut-être été moins loin en développement international. Parce qu'il y a des cultures qu'on ne connaît pas, il y a des pays qu'on ne connaît pas, il y a des spécificités dont on n'a pas toute la connaissance. Ça aurait été très casse-gueule. Tandis qu'à partir du moment où on développe l'international avec des partenaires ou des franchisés, on a pu aller beaucoup plus vite. Vous comprenez la réponse? Absolument. Donc, si on n'avait été qu'en propre, ça aurait été certainement moins large que les 68 ou 69 ou 70 pays dans lesquels on est implanté. Bon, dans les pays très proches de l'Europe, là, on peut dire quand même que la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ne doivent pas être loin de 65 ou 70% de ce que représentent les effectifs du groupe. Les 30% sont répartis dans le monde et il y a beaucoup de partenaires pour les 30% qui restent. Alors malheureusement, notre chat et notre rencontre va toucher à sa fin. Moi j'ai envie de vous poser comme une Donc dernière... j'ai tchatché là pendant 1 heure. Vous avez chatté. Tchatté. Voilà. Je suis content de le savoir. Donc, j'ai quand même envie de vous poser une dernière question pour tous les internautes et tous les étudiants qui nous regardent en ce moment sur le Salon des métiers et de la formation de Lille. D'après vous, que faut-il faire pour réussir sa vie professionnelle? Alors, j'ai envie de vous dire, pour réussir dans la vie, c'est vraiment, très sincèrement, à 80% des relations, des qualités humaines. Naturellement, il faut du savoir. Naturellement, il faut des connaissances, etc. Mais il faut surtout de l'énergie, l'envie de faire des choses. Johnny Hallyday dit l'envie d'avoir envie. Moi, je crois que c'est l'une des plus belles qualités qui soit. Celui qui a l'envie d'avoir envie, je lui promets la réussite. Il faut avoir le sens de la relecture, c'est-à-dire
les gens qui sont raisonnables. Vous savez, on dit quelqu'un est raisonnable. C'est quelqu'un qui relie son action et qui se réajuste. Je disais il n'y a pas tellement longtemps à des jeunes, la vie est une succession d'emmerdes qu'on réajuste pour repartir. Celui qui croit que la vie est un long fleuve tranquille, il va faire 5, 6 ans d'études et qu'après il va pouvoir fumer un beau cigare et attendre que le temps passe, il se leurre sur l'existence. Donc la vie, c'est une succession d'essais-erreurs qu'on réajuste pour repartir. Donc les gens qui aiment les échecs et les réajustements, ceux-là vont faire des grandes réussites. C'est ceux qui aiment l'échec et le réajustement qui font des réussites. Et le dernier point, c'est des gens qui travaillent sur leur confiance en eux. La confiance, vous savez, c'est comme le reste, ça se travaille. Donc qui sont, comment je veux dire ça, qui sont en recherche de pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'aime et où est-ce que je veux aller. Hein, pas se laisser aller comme le fil de l'eau. Donc c'est ce que j'appelle moi la densité de quelqu'un. Donc voilà les 3 qualités. Puis j'en dirais une petite dernière là, qui me paraît, c'est ceux-là qui finalement ont les plus belles réussites. C'est ceux qui ont de la volonté. Vous savez, je vous donne toutes ces belles qualités qu'il faut avoir pour réussir, mais la volonté, c'est-à-dire vraiment le vouloir. Hein. J'avais un prof quand j'étais tout petit, et que, vous savez, j'avais des bulletins qui n'étaient pas toujours terribles, hein, quand j'étais dans les écoles, surtout les écoles secondaires. Et puis, comme j'étais dans des écoles à Lille, et on parlait le patois du Nord. Alors j'espère qu'on va me comprendre un petit peu pour ceux qui sont lillois. Hein. On me disait pas du forêt, on disait de forêt en patois du Nord, de forêt. De forêt, quand te veux, te peut. C'est-à-dire, quand tu veux, tu peux. C'est ce qu'on met en général sur des bulletins de ceux qui n'ont pas vraiment travaillé complètement. Donc celui qui veut, il peut. J'ai envie de vous dire ça comme conclusion. Si tu veux, tu peux, mais il faut vouloir. Monsieur Duforet, nous vous remercions donc de ce moment passé avec vous. Je vous rappelle que nous étions en direct des locaux de Jacadi Paris au sein de Heidi Group, dans le cadre des salons des métiers et de la formation de Lille. Nous espérons vous retrouver très très vite sur nos antennes et à très bientôt. Au plaisir de vous revoir.